Tu m'étonnes que les gens ils Heureusement pas. qu'il a dit. Est-ce que vous entendez le son? Heureusement. Est-ce que c'est le plus important? Est-ce que vous bon, là, entendez? il y a du son là. Imagine, on a fait un live complet sans son. Wow. Non, les gens ils nous auraient dit. Ah ouais, mais c'est terrible. Depuis tout à l'heure, on était c'est en bon. train de parler, Amen. en fait. Et là, c'est Oh, bon, cool. vous entendez? C'est bon, ils entendent. Ouais. Carré. Donc vous avez entendu le numéro de téléphone de Malti alors? Je sais pas, hein, moi je demande. Dédicace à Selim, toujours opérationnel sur le live. Toujours, Selim est toujours là. Oui, Ah, il y a Monsieur Soros. Michel Soros. Ah. L'homme musclé. Il a fini de débattre sur Twitter avec des gens, lui. Je crois qu'il faudrait renommer le nom du live et peut-être changer la catégorie. C'est mieux de mettre Just Chatting. Je crois qu'il y aura plus de gens qui vont venir. De quoi? C'est mieux de mettre Just Chatting. Discussion. Ah, d'accord. Ah, Mm-hmm. ah ouais, ça Et- devient c'est tout. Et tu renommes le nom du live par un truc un peu explicite. On a un expert Twitch. Non, vraiment là, Non, le man est chaud. non, il nous a apporté vraiment un point important. Bonsoir à tous. On est combien là sur le live? 13 personnes. 13. J'ai vu un 17. 17, moi j'ai 17. On va Ouais, attendre parce un que tout petit peu aussi que les. Sur l'écran du live, il y a le délai, donc c'est pour ça. D'accord, ok. Pas de soucis. On patiente. Allez, encore quelques petites minutes et puis on va lancer le live tranquillement. C'est bon. Et donc, en catégorie, t'as dit Just Chatting. Yes. Yes. C'est bon, c'est mis à jour. Parfait. Et n'hésitez pas à lancer un petit tweet. Ouais, bien sûr, je vais lancer tout de suite. Là. À nous suivre sur les réseaux, Instagram, Twitter. On est désormais sur Instagram. Et du... Simplement. Pareil, ceux qui regardent, n'hésitez pas à RT, partager le lien du live. Il y a Céline qui dit salut Alex. Quel future. Salut les copains. Salut l'équipe, merci Céline pour le lien. Salut Céline, merci beaucoup. Autre info aussi, dès la fin du live, normalement la chaîne YouTube sera opérationnelle aussi, donc on aura aussi les replays des anciennes versions. Oh là Je suis dessus, là. on est en mode itératif incrémental. Voilà, ça c'est le mot aujourd'hui. Incrémental. Bah non, bah félicitations, waouh. Exclu mondial ça. Oula, la voix de Malti et d'Adja. Michel Soros qui a lancé les assauts. Ah ouais, il y a un mec ici, il est chaud. Ça commence à sortir. Allez, on attend encore un peu une minute et puis on va démarrer. Salut Arthur. Salut Arthur. Adjar, t'es une meuf rapide, hein? Elle n'a pas le temps. Hey, en plus, elle m'a MBR, mais on sait qu'il n'y a pas de MBR dans sa phrase. Ah ouais, il n'y a ouais, pas de direct blague. une calomnie avec vous. Non, je suis choquée. Il n'y a Vous pas êtes de pas blague. Il n'y a pas de calomnie. Nous, on voit des frais. Oh, Ah, il y a Maja. oh, Oh, Mahad El Barrio. il y a Madame Fils de Jean. Je vais la mettre VIP fort. Waouh. Oh là là. Salut des Arios. C'est impossible d'ajouter un truc. Ok. On va démarrer le live si vous voulez bien. Go. Yes. Allez, Let's c'est go. parti. Bonjour à tous. Merci à tous d'être très très présents ce soir, comme certains depuis maintenant le début. Donc pour rappel, How2Be est un projet qu'on mène avec le reste de l'équipe, Adjar, Melty, Amine, afin de vous montrer une plateforme pour vous éclairer, étudiants, jeunes diplômés, dans votre orientation académique ou professionnelle. Donc, pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, nous apportons un contenu pour vraiment vous aiguiller. Et donc, chaque semaine, depuis plus d'un mois maintenant, donc tous les samedis à 20h ou maintenant 19h30,
On aborde un live thématique pour vous permettre d'en savoir plus sur un métier ou une filière, et en l'occurrence ce soir sur la filière des développeurs. Donc merci à Alex, merci à Jérém d'être là, présent parmi nous ce soir. Je vais donc tout d'abord vous poser des questions, donc faire votre présentation rapide pour tous nos auditeurs et ensuite enchaîner directement sur les questions aux intervenants. C'est-à-dire que vous, auditeurs, je vous laisse le choix et l'opportunité de poser des questions. Vous connaissez le principe, poser des questions, on répondra juste après, sans souci. Je vais laisser la parole en premier lieu à Jérémy, mais la question s'adresse à vous deux. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter et nous expliquer votre choix d'orientation juste après le bac, pourquoi avoir fait ce choix de rejoindre une école d'ingé dans vos deux cas? Yes. Alors, moi, je me présente Jérémy Bartholomeu, 25 ans. Du coup, après le bac, en fait, surtout l'année du bac, j'ai fait plusieurs salons de l'étudiant. Et personnellement, je connaissais les PITA depuis mon enfance, parce qu'il y avait tout ce qui était convention de jeux vidéo, manga et tout. Donc, je connaissais l'école, mais je savais pas vraiment ce qu'ils faisaient. Et l'informatique, c'était pas vraiment un domaine que je connaissais. Donc, j'ai fait salon, porte ouverte. Et lors des portes ouvertes, en fait, ils m'ont direct dit ouais, projet de première année, tu vas faire un jeu vidéo. Et pour moi, c'était un truc de fou. Donc, je me suis dit, ah ouais, je crois que je vais aller là-bas, tu vois. Et ensuite, ils avaient fait un programme, c'était journée de découverte, c'est-à-dire que tu passais une journée, tu avais des ateliers et ils te parlaient d'informatique. Et je me rappelle, ils m'ont montré une vidéo. Et genre, ça y est, ils m'ont montré une vidéo. J'ai rêvé, j'ai dit, ah ouais, c'est ça que je veux faire. Un peu comme le manga que t'as fait à l'époque du lycée. Wow, tu t'en rappelles. Wow. Parce qu'effectivement, on était au lycée ensemble. Collège, lycée. Très beau projet, hein, mine de rien, mais qui n'a malheureusement pas abouti. J'ai toujours les planches. Hein. Toujours. Et du coup, c'était aussi à peu près la même chose pour toi, Alex? Ouais, moi c'est un peu bizarre comment j'ai découvert ça. En fait, après le bac, je savais pas quoi faire. Du coup, je me suis dit j'aimais beaucoup les matières scientifiques, donc je suis parti à Paris 6, donc Pierre et Marie Curie, et j'ai fait une licence MIME pendant 1 an. Ok. Le MIME, c'est maths, info, mécanique, électronique, donc t'as un peu de tout, pour toucher un peu à tout. Et en fait, pour rien vous cacher, je n'étais vraiment pas très assidu comme élève et j'aimais pas du tout les cours. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que bon, il y avait un bon côté dans les choses, c'est que bon, j'avais foiré mon année, mais le meilleur côté, c'était que j'avais découvert une passion pour l'informatique. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on avait un module donc qui était développement en langage C. Et en fait, j'étais très très doué entre guillemets dans ce je comprenais très très vite en fait et j'arrivais à c'est la bombe qui est passée on pourrait peut-être l'amercer Désolé. Pardon, ah non. Ok. Et du coup moi je sais pas, je me suis dit l'informatique ça pourrait être un truc parce que vraiment j'avais des bonnes notes et je faisais pas grand chose en fait. Ouais, c'était vraiment de l'instinct, de la passion, de l'envie, c'est ça, derrière ouais. C'est ça exactement. Et en fait ma manière de penser et ma logique en fait elle était parfaite pour à l'époque le C quoi, et je me suis dit pourquoi pas tenter et tout. Et un truc trop bizarre, c'est qu'il y avait un mec sur mon Facebook, donc à l'époque je venais d'avoir Facebook il y a pas très très longtemps et tout, et il y avait un mec sur mon Facebook, bon, je sais pas d'où est-ce qu'il vient, comment est-ce que je l'ai rajouté, comment est-ce qu'il m'a rajouté, mais il parlait souvent de son école et tout. Et en fait après des recherches j'ai regardé son école et tout, j'ai vu que c'était Epitech. Par exemple, il me disait des trucs, il postait des statuts en mode je viens de sortir d'un rush de 48 heures, j'ai pas dormi. Et du coup, je vais faire des recherches dessus. Et en fait, vu que la manière, je sais pas comment dire, mais les cours de la fac, ça me convenait pas trop. En fait, je suis tombé sur Epitech et leur brochure disait que eux, ils travaillaient par projet, etc. et tout, et qu'il y avait pas forcément les cours comme c'était pas du par cœur quoi, c'était plus de la pratique pour engranger de l'expérience et des compétences, et je me suis dit je pourrais le tenter quoi. Bon, c'était un gros pari. Ça pourrait bien matcher totalement. C'est ça exactement, ouais. Donc c'était un gros pari, mais voilà, je suis arrivé et en fait dès mon premier mois j'ai compris qu'en fait c'était un autre monde quoi. C'est-à-dire qu'en
en 3 jours de piscine, j'ai fait ce que j'ai fait en 6 mois à la fac, quoi. Ouais, typiquement, t'as appris beaucoup plus en très peu de temps et puis on te laissait beaucoup plus autonome. Il y avait beaucoup moins cette rigidité que tu trouvais à la fac. C'est ça. Okay. Alors justement, désolée de vous interrompre, mais ça c'est intéressant ce que tu disais par rapport à la piscine. Je sais qu'ils le font aussi à 42. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu en quoi ça consiste pour ceux qui sont pas très familiers avec le terme? Ouais, bah je crois que Jérémy aussi il l'a connu. Ouais. La piscine, en gros, c'est une grosse période de 1 mois pendant laquelle tu travailles, si je me trompe pas, de 9h à 23h tous les jours, dimanche compris. Et en fait, ça te permet de remonter ton niveau. En fait, eux, ce qu'ils se disent, c'est que si la piscine se passe bien, à la fin du mois de piscine, tu as atteint un niveau de BTS à peu près en informatique. Pour nous, c'est un peu différent. À Epita, c'est un peu différent la piscine. Parce que nous, la piscine, elle arrive quand ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 années de prépa et après, il y a le cycle ingénieur. Et la piscine commence au cycle ingénieur. Et du coup, c'est que ça démarre première semaine de rentrée. Pendant 2 semaines, t'as cours de 9h jusqu'à 6h du matin. Waouh. Le lendemain. Pendant 2 semaines. Et après, t'en as d'autres qui sont un peu plus cool. Du coup, 9h, 23h. Et t'as 3 piscines dans l'année. Non, 4. 4 dans l'année. 4. En fait, c'est une période assez difficile et en fait, c'est là où ils testent en fait tes limites parce qu'il y a plein de gens qui veulent se lancer en informatique mais qui juste comme ça par hasard, tu vois, et du coup la piscine ça permet vraiment de faire le tri. Moi, je me rappelle qu'il y avait des mecs au bout de 3 jours, ils ont arrêté, tu vois. Alors qu'ils avaient bien payé je sais plus combien de milliers d'euros pour rentrer dans l'école. Donc vraiment la sélection. Mais la piscine en termes de sélection arrive donc bien après à votre entrée dans l'école. Mais comment derrière ça s'organise? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir des prérequis? Est-ce qu'il faut maîtriser un certain langage informatique? Comment ça se passe? En soi, moi j'avais eu l'opportunité de faire directement de l'école préparatoire d'Epita. Du coup, j'avais quand même des notions de base en termes d'algorithmie. Mais la piscine, c'était vraiment autre chose. C'était vraiment autre chose. Nous, ça a commencé avec une piscine C. Et c'est vrai que les personnes qui connaissaient un peu plus le sujet étaient un peu plus facilitées. Mais sinon, sinon, on a su s'en sortir, même si tes notes ne volaient pas haut. Genre, mes notes en piscine, genre, chaque jour, on était notés. Il y avait des barèmes de fou, parce qu'il y avait des points en moins si tu t'endormais en cours, par exemple. Et donc, ça sent le vécu, ça. C'est du vécu, hein. Et du coup, tes notes sont généralement entre moins 42 et 2. Ah ouais. Sur 20. Donc, mentalement, c'est là où ils testent un peu, voir tes limites, si t'es prêt à ça. Et c'est vraiment un rythme acharné, parce que c'est que tu démarres le matin par soit une évaluation, soit un cours. Ensuite, tu as l'après-midi avec les TP, et ensuite, les TD, et ensuite, tu as les TP de 19h jusqu'à 6h du matin le lendemain. Et du coup, tu as 2-3 heures pour dormir à chaque fois. Ouais. Sympa. Et du coup, à contrario, chez Epitech, la piscine, c'est dès la première année, dès que tu rentres. C'est le premier mois. Hein. Tu commences direct par la piscine. Selon moi, c'est ce qui fait la grosse différence entre Epitech et Epita, je pense, c'est que Epita, c'est vraiment un cycle ingénieur, donc faut vraiment être très fort dans les matières scientifiques. Epitech, c'est purement de l'informatique. Donc en fait, dès que tu arrives, t'as pas besoin d'être ni fort en maths, ni fort en physique. Faut vraiment. J'aime bien dire que quand t'arrives à Epitech, tu ne connais rien. T'es même pas obligé d'avoir fait de l'informatique avant. Et en fait, la piscine te met directement dans le bain, quoi. C'est un peu plus dur parce que pour le coup, t'es pas du tout préparé à ça. D'accord. Mais voilà, au moins, si t'as rien. Tu sais pas, tu connais pas, tu peux rentrer à Epitech dès la première année et t'en sortir, quoi. Moi, par exemple, à part mes 6 mois de fac où j'ai appris vraiment peu de choses pour moi, parce qu'en 3 jours on l'avait déjà fait, il y avait plein de gens qui venaient d'un bac L, voilà, quoi, qui sont. C'était un peu 42 sans être 42 à l'époque. Ouais, c'est ça, exactement. Le directeur de 42, celui qui a créé 42, c'est l'ancien directeur d'Epitech quand je suis rentré là. Logique. Donc c'est assez intéressant de voir d'un côté qu'il y a cette volonté à l'auto-formation et de l'autre côté vraiment le côté école où on forme, où on donne par exemple des leçons assez pratiques. Et j'imagine qu'aujourd'hui en tant que développeur ça vous a beaucoup apporté. Comment s'organise
voilà, typiquement, le métier de développeur pour toi, Jérémy? Alors, le métier de développeur, principalement à mon niveau, moi, c'est du code. C'est-à-dire que je programme la majeure partie de mes journées. Et après, c'est des discussions, c'est aussi de la communication, parce que tu es dans des projets, t'es pas forcément tout seul. Donc, faut discuter avec des autres, il faut pas qu'en fait votre travail s'entrechoque et crée des problèmes. Donc, faut savoir discuter, savoir travailler en équipe. Donc, il y a à la fois un côté personnel, donc avoir des bonnes compétences en termes de programmation. Mais ça, avec les écoles qu'on a fait, on est assez on est assez à l'aise. Et sinon, il y a toute la partie communication vraiment. Ce côté humain, finalement. Voilà, ce côté humain. Auquel on pense pas. Ouais. Voilà. Est-ce que tu confirmes toi aussi, du coup, Alex? Moi, c'est différent, mais je vais vous parler de quand j'ai commencé en tant que développeur, mais c'est à peu près pareil. Ouais. C'est à peu près pareil. Après, tout dépend de l'organisation de la boîte. Hein. Moi, je pense que chaque métier, qu'on fait nous dans l'informatique, est différent, même si l'intitulé est le même, mais il est différent selon la grandeur de la boîte et l'organisation de la boîte. D'accord. Mais c'est-à-dire si tu peux rentrer un peu plus dans les détails, comment tu le verrais? Par exemple, un simple développeur dans une petite start-up qui a une équipe de dev de 2, il va forcément avoir beaucoup plus de responsabilités qu'un simple développeur dans une équipe qui est une trentaine de devs, par exemple. Tu vois? Donc, t'as ce côté-là aussi. Par exemple, quand vous êtes une petite équipe, un développeur, il va forcément obligatoirement outrepasser ses fonctions. Il va participer aux réunions, il va donner des idées, être force de proposition par choix. Et par contre, quand tu es une masse parmi tant d'autres développeurs, tu fais juste ce qu'on te demande et voilà, et tu vas pas plus loin, quoi. D'accord. Que je le vois, moi. Très bien. Peut-être un peu plus terre à terre maintenant pour pouvoir aussi capter notre auditoire, mais quels sont finalement les points positifs et les points négatifs que vous voyez dans ce métier-là, dans cette filière-là? Est-ce que ça paraît beaucoup trop technique? Est-ce qu'aujourd'hui, au contraire, c'est une filière ou un domaine qui est assez sexy? Quels sont les points vraiment positifs ou ceux que vous voyez améliorer vis-à-vis de ça? Pour ma part, franchement, c'est vraiment... En fait, je pense qu'on peut faire plein de choses. C'est que c'est assez large. L'avantage, par exemple, à Epitas, ce qu'on nous avait dit, c'est qu'on va vous apprendre à apprendre. Donc, dans le sens où tu peux t'adapter à différentes situations, tu peux changer de technologie, tu peux changer de poste, tu peux évoluer. Il y a beaucoup de chemins, en fait. En termes de carrière, t'es pas obligé d'être fixé sur un seul poste toute ta vie. Tu peux développer un poste plus managérial comme un poste plus technique d'un niveau supérieur en termes de genre tech lead ou développeur senior. Donc je pense que c'est vraiment cet avantage-là, c'est que t'es pas vraiment, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux parce que tout se regroupe un peu et t'as juste à apprendre les bonnes compétences au bon moment quand tu veux évoluer. Et après, sinon, je dirais un point négatif, c'est que parfois tu peux être cantonné à faire qu'une seule tâche et limite devenir juste un maillon de la chaîne, tu vois, et pas vraiment exploiter tout ce que tu as pu apprendre à l'école, tout ce que tu as envie de faire, donc toute cette créativité que tu as, et tu es juste vraiment cantonné à une tâche fixe, et je pense que tu perds des fois un peu le goût de la programmation. À ce point? Ouais, j'ai déjà connu ça. Tu penses à la même chose du coup, Alex, ou t'as un avis beaucoup plus mitigé? Moi, c'est un peu plus positif dans le sens où j'y vois beaucoup d'avantages et pas beaucoup d'inconvénients. Les avantages que je peux vous lister, c'est déjà le débouché. En fait, il y a tellement de débouchés en fait que tu peux c'est pas comme si tu disais je connaîtrai jamais le chômage, mais si tu as un bon profil ou même un moyen profil, moi personnellement, je pense que tu n'auras pas du tout de difficulté à trouver un job plus tard, ni même à monter les échelons. Justement, Alex, je vais te poser une question là-dessus, qui avait été posée par Selim d'ailleurs. Est-ce que sur le marché du travail, il y a plus d'offres d'emploi pour les développeurs ou bien plus de demandes d'emploi par les développeurs? Il y a plus d'offres. En fait, en France, on a un monde cruel de développeurs, de bon niveau, bien sûr. Hein.
je dirais même à partir du moyen niveau, c'est accepté parce qu'en fait, maintenant, je le vois et je m'occupe moi-même des recrutements dans ma boîte. On est parfois enclin à accepter des développeurs qui ont des profils un peu plus farfelus, entre guillemets, ou dont on sait que les compétences ne sont pas forcément à l'instant T celles qu'on vise, mais on essaie de viser sur le long terme pour après le former, etc. et tout, parce qu'on s'en rend bien compte que le marché est hyper manque de talent. Et du coup, derrière, enfin voilà quoi, c'est pour ça que je me dis que même si vous avez un profil moyen, vous avez la chance de pouvoir trouver un boulot assez rapidement. Mais vraiment, enfin sur LinkedIn ou sur mail, je reçois des offres encore. Je crois que c'est une minimum par semaine. À ce point, clairement. Clairement, même moi, par exemple, pour te dire, j'avais démarré dans ma boîte et une semaine après, on me disait vu votre récente expérience avec votre boîte, on aimerait vous recruter. Je dis mais ça fait qu'une semaine, je suis là. Doucement. Non, les mecs sont vifs. Donc ouais, non, franchement, il y a beaucoup d'offres et après voilà, tu peux te former toi-même, t'as vraiment beaucoup de choix, donc tu peux si t'as envie, si tu travailles, tu manques pas d'offres. Bon, pas de langue de bois ici, hein. Moi je vais vous raconter une anecdote. Quand j'avais fini ma 5e année d'Epitech, du coup je cherchais un stage de fin d'études, un stage. Sauf que à ce moment-là, ma copine de l'époque, elle me disait non mais moi je cherche un CDI direct comme ça, j'ai 6 mois d'avance sur tout le monde et pendant 6 mois je touche un gros salaire, c'est accepté par l'école. Je fais c'est une bonne idée ça. Et du coup je commence à chercher, je poste mon CV sur Monster et en fait dans la semaine j'ai reçu 30 appels dont après avoir passé les tests, j'avais des propositions concrètes, hein, notamment je vais vous dire, moi j'étais sorti à l'école, je touchais 38K brut. Enfin, j'avais signé à 38K brut et ensuite j'avais des boîtes qui m'appelaient, etc. et tout. Je dis, mais non, mais j'ai déjà signé. Et ils me disaient, si on vous propose 42. Et là, je disais, c'est trop tard, tu vois. Et, 42, et du coup, ça se négocie assez bien, hein. Tu trouves toujours une boîte. Moi, personnellement, je trouve que si tu trouves que tu as de la valeur, le salaire que tu veux négocier, tu le trouveras sans problème dans le métier de développeur. Si t'es bon, tu vois. Si t'es bon. Sûr. De toute façon, on est français et c'est connu que les développeurs français arrivent très bien, par exemple, à s'exporter à l'étranger, notamment aux États-Unis, et à un peu jouer sur cet effet de levier et pouvoir négocier des salaires, je vais pas dire démesurés, mais assez confortables. Et vis-à-vis de ça, tu parlais un peu de ton expérience, Alex, et je voulais savoir, aussi pour tout le monde, comment l'étudiant que tu étais Epitech, à Tongji, est devenu du coup, on s'en manque de bois, le CTO de la startup où tu travailles. Est-ce que tu peux aussi rapidement nous expliquer ce qui est Agora Place, il me semble, et quel est ton rôle en tant que CTO? Je vais répondre à la première question d'abord. En fait, quand j'ai fini du coup Epitech pour mon stage de fin d'études, j'ai signé un CDI dans une boîte qui s'appelle Hexaglobe, qui est en fait une société de service pour les médias. Donc nous on travaillait avec France Télévisions, avec Public Sénat, PMU, etc. et tout pour la chaîne Equidia. Et en fait j'ai passé donc je suis arrivé en tant que simple développeur, j'ai passé 2 ans et demi là-bas. Et en fait vu que je faisais du bon taf, ils m'ont fait monter et du coup j'étais devenu lead développeur. J'avais géré une équipe de 4 personnes, dont un chef de projet, une web designer et puis 2 devs et moi du coup. Et pour mener à bien le projet interne de la boîte. Et en fait, juste moi j'en avais eu marre, je voulais un nouveau challenge et je me suis dit pourquoi pas chercher. Et en fait, je cherchais un poste de lead dev. Donc lead dev, c'est un développeur un peu manager, etc. et tout, qui est un peu expérimenté. Et du coup, je suis tombé sur Agora Place, qui m'ont proposé en fait directement. Ils m'ont dit on t'embauche en tant que lead dev pendant 6 mois pour te tester. Et si ça va bien, on te place CTO directement. Donc, faut savoir que CTO, pour moi, c'était le but, entre guillemets, c'était le pic de ma carrière. Donc, moi, je voulais l'atteindre à peu près à l'âge de 33, 35 ans. Et en fait, cette opportunité-là, et en fait, le fait que le projet m'intéresse vraiment, je me suis dit, pourquoi pas le tenter, et puis voilà, quoi. Ouais, finalement, en te projetant, en te voyant déjà cette position-là, et en ayant cette ambition-là, t'as tout fait pour que ça puisse le faire, et t'as rapidement gravi les échelons. C'est ça, et du coup, faut savoir que c'est un vrai coup du destin parce que
Juste avant, je venais de refuser une offre. Donc une boîte avec qui je m'entendais très très bien, qui est une grosse startup maintenant, qui a levé plus de, je suis pas loin de 50 millions d'euros actuellement. Ils m'ont posé en tant que dev, juste dev. Et en fait, je voulais les rejoindre parce qu'ils avaient des devs hyper forts, hyper calés dans la techno que je faisais. Et j'avais fait les tests avec eux et j'avais réussi plus ou moins. Et en fait, leur senior m'avait bien fait comprendre quelle était ma place et que mes compétences pouvaient encore augmenter. Et du coup, sauf qu'on s'est pas entendu sur le salaire. Et du coup, je me suis dit, je me brade pas et je continue mes recherches. Et 2 semaines après, je tombe sur Agora-Place, qui m'offre plus que le salaire que je voulais de base. Et en plus, la possibilité de devenir CTO. Donc, justement, Alex, est-ce que tu peux expliquer un peu en quoi consiste le job de CTO par rapport à un job de développeur qu'on a un peu plus en tête, en fait? C'est quoi la grosse différence? Qu'est-ce que tu gères en plus? Ok. Alors, ça dépend de la grandeur de la boîte, comme je disais. Donc, je vais commencer par la grosse boîte. La grosse boîte, dans une grosse boîte, le CTO, en fait, il s'occupe de tout ce qui est innovation. Donc en fait lui il va s'occuper il va déléguer en fait toutes les tâches au quotidien de la boîte et lui va s'occuper des grandes décisions technologiques. Donc par exemple quand Microsoft décide de lancer Azure, c'est le CTO qui en est à l'origine. Par exemple quand une boîte décide de changer complètement de techno et de passer je vais dire une bêtise de PHP à Node.js, c'est le CTO qui en est à l'origine. Donc quand une boîte crée en fait un nouveau produit ou prend des grosses décisions informatique, c'est lui qui gère ça. Donc, à grande échelle, un CTO, il ne code plus trop. Et en fait, ce qu'il fait, c'est de prendre des décisions importantes, faire des réunions, prévoir plein de trucs. C'est un vrai manager. En fait, il dirige carrément une filière, une branche. Et à mon échelle, qui est un peu en mode startup, qui vient de commencer depuis 5 ans, et moi, je fais vraiment tout. Parce qu'en fait, jusqu'à dernièrement, on était 2 dans mon équipe. Mais du coup, on a dû se séparer d'un développeur. Et du coup, moi, je fais vraiment tout maintenant. Tout ce qui concerne l'informatique, les décisions. L'admin 6, c'est moi. Donc, en fait, la maintenance des serveurs, l'administration des serveurs, c'est moi. Le code, c'est moi qui le fais aussi. Et puis discuter avec les partenaires techniques, c'est aussi moi qui le fais. Donc, en fait, dès que la question informatique est de mise, c'est moi qu'on met en première ligne, actuellement dans ma boîte. Très bien. Ouais. C'est technique, hein. Ah, voilà. Non, c'est très Mes journées sont chargées. Et j'imagine que beaucoup de journées chargées. Et puis de ce que je sais, de mon expérience, les CTO ont vraiment ce rôle de chapeauter un peu les product managers ou autres devs. Est-ce que c'est aussi courant de finalement avoir une équipe de devs assez internationale? C'est courant. Nous, on a déjà utilisé, du coup, dans ma boîte, on marche aussi avec des freelances, avec des boîtes, des agences de dev aussi. Et moi, je les pilote, justement, il y en a certaines qui sont d'Europe, il y en a d'autres qui sont d'Asie, etc. et tout. Nous, on préfère privilégier quand même l'Europe pour le time zone, pour quand on discute, etc. et tout. Mais je sais qu'il y a des boîtes qui n'hésitent pas du tout à embaucher des devs à Madagascar ou en Chine ou en Inde. Enfin, aucun problème avec ça. Pour moi, justement, une boîte pourrait avoir trouvé son avantage à utiliser des ressources qui sont internationales, bien sûr. Très bien. Et en parlant international, Jérémy, j'aimerais bien revenir sur une de tes fameuses expériences chez Apple. Ouais. Et ça m'a toujours intrigué on peut te connaître tes motivations pour rejoindre Apple. Directement en tant que stagiaire au siège, donc tu es allé directement, j'oublie toujours le nom, mais aux États-Unis, en Californie. Comment s'est passé ton recrutement et ton expérience là-bas? Alors mon recrutement, comment déjà l'idée m'est venue? C'est venu d'un de mes yaka. Donc qu'est-ce qu'un yaka? C'est les assistants dans nos écoles qui nous forment justement durant les piscines aux différentes technologies. Et donc moi, c'était du coup une personne de l'année au-dessus de moi qui était partie faire son stage à Apple. D'accord. Et à me parler de son stage et à me montrer les photos de voilà Apple, la vie est belle, le soleil en Californie. Tac, je me dis ah ouais, Apple c'est quand même quelque chose, la Californie c'est quelque chose. Et j'ai toujours aimé partir à l'étranger. J'avais déjà fait un échange universitaire en Angleterre, donc je m'étais dit là, c'est l'occasion de partir aux États-Unis et de travailler pour une grosse société. Donc,
Du coup, mon assistant donc m'a référé à son manager et le recrutement il a commencé. J'ai envoyé mon CV en septembre 2016. J'ai envoyé mon CV en septembre 2016 et c'est en octobre 2016 que j'ai eu mon premier entretien. Donc c'était un entretien technique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que en informatique, on a tout le temps des entretiens techniques avec des exercices de code. Donc faut qu'on s'habitue à s'entraîner à ça. Et l'exercice était bien passé. Donc il m'avait dit on va te rappeler pour un deuxième entretien et on te tiendra au courant. Le deuxième entretien, il s'est déroulé un mois après avec directement la manager de l'équipe dans laquelle j'allais travailler si j'étais pris. Et pour cet entretien, j'avoue, on m'avait dit, t'inquiète, ça va être juste un entretien de motivation, entre guillemets. On va juste te poser des questions sur ton parcours, les projets que t'as fait. Donc, j'avais pas forcément préparé. Et je me rappelle, au bout d'un moment, elle me dit, bon, t'as un navigateur? Tiens, je t'envoie un lien, tu vas faire un exercice. J'ai fait, ah ouais. Là, j'avoue, j'ai transpiré ce jour-là. J'étais pas serein. Je me suis dit, waouh. Mon rêve va s'effondrer et tout ça. Mais au final, j'ai réussi l'exercice, donc ça s'est bien passé. Et je crois que j'ai reçu la réponse, je crois une semaine après, on était en décembre. Et je me rappelle, j'allais en cours, mon cours il était à 23h à l'école. Et je reçois un mail vers 20h et je vois, j'avais l'habitude de recevoir des messages genre merci de votre candidature. Ouais. Les messages qui foutent le seum comme tu vois ou pas? Tu vois ou pas? Il y a marqué no reply et il dit thank you for your application, but tu dis ah là là. Donc tu vois, je vois le message, je commence à le lire doucement, je me dis ah là là. Après elle me dit merci pour votre truc, vous avez été sélectionné pour le poste. Oh là là, c'était la joie, j'étais en feu. Je m'en souviens beaucoup. Ah, je te jure, je me dis, wow, attends, là, je vais à Apple en Californie. J'ai dit, ah là 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 là. Je suis parti à l'école 23h, mais j'étais content. J'étais content, je dis, vas-y, on y va. Et après, en fait, c'est quand même compliqué pour avoir un stage parce qu'il y a plein de papiers à faire. Et le problème, c'est qu'il me restait 2 semaines pour les faire parce qu'après, l'entreprise était en vacances. Mon école aussi. Donc, fallait que j'ai des bulletins, vu qu'ils devaient faire mon background check, du coup, vérifier que je suis pas un criminel, avec un casier judiciaire. Donc, faut leur envoyer plein de documents, prouver que, voilà, tu vas rentrer en France, prouver que t'es à l'école, prouver tout ça. Et il faut que tu aies un sponsor pour ton visa. Mais heureusement, des entreprises comme Apple, Facebook, ils ont déjà leurs sponsors qui permettent de faciliter l'obtention du visa. Donc après, je vais quand même aller à l'ambassade des États-Unis pour l'avoir et tout. Et après, mon stage, il a démarré en février 2017. Et franchement, c'était un gros choc, hein. Franchement, les États-Unis, Californie, c'était la 2e fois que j'y allais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'Apple, ton billet d'avion, il te le rembourse à hauteur de 2 ou 3 000 euros. Le logement est pris en compte par Apple, c'est-à-dire que tu vis selon ton niveau d'études, tu vis soit avec un seul, soit avec 3 colocataires. Moi, comme j'étais en niveau master, du coup, j'avais qu'un seul colocataire et c'était un ancien de mon école. Donc, pour les premiers mois, ça allait. Donc, du coup, j'avais quelqu'un qui parlait en français. Et après, au cours de mon stage, ça a changé. Donc, ouais, ils essayent de te mettre à disposition le logement, le déplacement. Ils te mettent en général à côté de ton lieu de travail, dans une résidence où tout est fourni, salle de sport, piscine, barbecue. Franchement, t'es bien. Et après, ouais, Apple, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Apple, ils ont limite leur propre RATP pour relier tous les bâtiments. C'est-à-dire qu'ils sont principalement sur 2 villes aux États-Unis, Cupertino, là où il y a le siège, et Sunnyvale, où il y a plein de bâtiments. Et du coup, c'est toujours de te mettre à côté d'un bâtiment pour pas que tu aies trop de route à faire ou t'es une navette, en fait. Donc,
Il y a Moshito Bayern qui a dit « Je vais postuler comme technicien de surface chez Apple. » Franchement, je pense que c'est même bien pour ça. Désolé de vous couper. Je veux juste réagir à un commentaire de Anibus92 qui disait le problème de 42, tu ne sors pas avec un diplôme. Moi, j'ai une position assez tranchée dessus, dans le sens où je considère qu'en 2020, en France, une boîte qui ne compte que sur le diplôme et pas sur les compétences, c'est pas une bonne boîte dans laquelle il faut aller. Ah, grave, je suis trop d'accord. Totalement. Ouais. Totalement. Moi, par exemple, je vois des gens qui sortent de 42 et qui sont très forts, et des gens qui sortent de grandes écoles et qui sont vraiment pas forts et qui ont trouvé les moyens de passer entre les mailles du filet, du système, etc. et tout. Et voilà, le diplôme ne garantit pas forcément, pour moi en tout cas, une certaine garantie, ou même, enfin moi, j'ai pas de grille de salaire. Si je vois qu'un mec est trop fort, je lui donne ce qu'il demande. C'est-à-dire que même s'il a fait justement, tu peux expliquer sur quels critères tu te bases pour recruter des personnes dans ton équipe? Je me base déjà sur donc déjà je regarde quand même d'où la personne vient et depuis combien de temps. Moi je vois plus depuis combien de temps elle code, et en fait je lui fais des tests techniques pour voir si elle tient la route en fait. Donc t'as deux manières de faire. T'as une personne qui a des bonnes connaissances générales dans l'informatique et dans le domaine sur lequel elle se dit experte. Et t'as aussi la manière de réfléchir. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je vais poser la question, je vais poser un problème et je vais voir la manière dont la personne réfléchit pour me dire cette personne-là réfléchit de la bonne façon, cette personne-là, elle réfléchit pas de la bonne façon. Notamment quand tu fais du code, t'as toutes les manières de le faire possible. Il y a des personnes qui vont être un peu fainéantes et qui vont trouver la manière la plus simple de le faire et aller directement et faire le truc. Et t'as d'autres personnes qui vont réfléchir à comment faire pour que demain on puisse gagner du temps sur si jamais on veut rajouter un module en plus par rapport à ce code-là qu'on a déjà fait. Ah ouais, pour que le code soit élégant et tout, genre. Ouais, l'élégance, ça me dérange pas. Notamment, j'ai déjà eu des débats avec des potes par rapport à ça, des potes dev depuis longtemps qu'on se parle sur le code beau et le code. Enfin, il y a des gens qui prennent 5 jours à faire un code qui est hyper beau, hyper élégant, hyper sexy, mais hyper compliqué à comprendre. Moi, je préfère un code qui soit simple, facile à comprendre, mais qui soit quand même modulable. Ok. C'est assez compliqué, en fait. La frontière est, enfin, c'est hyper dur comme prendre comme sujet et comme concept, mais voilà, pour moi, un bon développeur, il sait faire à peu près, il sait réfléchir à 2 coups d'avance. Donc pas plus, je dois faire ma tâche, mais 2 coups d'avance, qu'est-ce qu'on va faire dans le futur. Donc il doit avoir cette approche un peu UX, UI, total quoi. Ouais, plus architecture de code, je trouve. Après, ça dépend du poste, mais ouais, plus architecture de code. Ouais. Ok, très clair. Très clair, ça me permet de moi aussi derrière rebondir sur les questions maintenant du live pour tout le monde. Je vais reprendre une question de Williflex qui est que le fait d'apprendre par exemple le JavaScript avec Open Classroom sur le marché du travail, est-ce que je comprends pas le sens de la question. Le diplôme qu'offre Open Classroom, j'ai vraiment pas compris le sens de la question. Je pense que la question c'était au sujet de la crédibilité des formations qu'on peut trouver en ligne, genre des MOOC, ouais. ou alors d'autres formations type Open Academy, Khan Academy, etc. Qu'est-ce que ça vaut par rapport à une école comme Epita, Epitech ou 42? Jérémy, tu veux parler en premier ou? Vas-y, je te laisse. Ouais. Moi, de par mon expérience et pour avoir déjà eu des gens qui ont fait ce genre de formation, c'est pas tant la formation qui me dérange, parce que les formations, elle peut être un bon tremplin pour y entrer. C'est plutôt l'inexpérience qui me fait. En fait, moi, je vois que ça comme une personne qui fait du code depuis 8 mois, c'est impossible, sauf si c'est un génie, d'être très bon et de penser à tout et d'avoir la bonne manière de penser. C'est-à-dire que une formation qui te dit que tu vas devenir un très bon développeur en 8 mois, j'y crois pas, ça n'existe pas, tu vois. Et moi qui code depuis ça va bientôt faire 10 ans que je code, je me considère comme bon moyen plus, alors qu'une personne qui fait ça depuis 8 mois, à part si c'est un génie, pour moi, il y a pas la crédibilité, elle est zéro dans le sens où en 8 mois, tu peux pas prétendre être un bon développeur. Tu peux prétendre être un très junior, mais voilà, et c'est juste ça en fait. Et pour moi, la personne devrait pratiquer encore et encore et encore. Et pour moi, ça prend des années à devenir bon développeur, quoi. Ok, ouais, donc c'est pas suffisant en tout cas pour avoir
un titre de développeur en tant que tel, mais ça peut te permettre de démarrer, en tout cas de mettre un premier pied dans le domaine, quoi. Exactement. Par exemple, quand tu finis un cursus comme Epitech, EPETA ou d'autres écoles comme Ethique, t'as derrière toi 5 ans d'expérience en code. Tu vois? Donc en fait, ça fait déjà 5 ans que tu codes une fois que tu sors dans le marché du travail. Alors que si tu fais une formation de 8 mois vraiment très très fast, t'arrives au bout de 8 mois, on te demande de trouver un CDI. Comment tu fais alors que t'as pas le profil pour et t'as pas les compétences pour tenir un projet. Enfin, tu feras forcément énormément d'erreurs. Alors que si tu as 5 ans derrière toi, pendant lequel, après, moi, on peut discuter en fait du contenu de ces cursus. Hein. Mais pour moi, si ça fait depuis 5 ans que tu codes, tu as forcément déjà découvert beaucoup de choses qu'une personne en 8 mois pourrait pas découvrir, tu vois. D'accord. Voilà, moi, je dirais que ces formations, tu pourrais l'utiliser pour faire un tremplin pour aller vers d'autres choses. Donc peut-être un master, peut-être quelque chose en plus, quoi. Bah franchement, comme il a dit, c'est que ces formations, tu peux apprendre plein de choses. Genre moi, je sais, j'ai déjà fait des formations en plein classroom pour m'aider à apprendre des langages. Mais c'est vrai que le cursus qu'on fait à l'école, c'est que ça dépasse le stade de juste apprendre un langage. C'est qu'on nous apprend comment penser en termes d'informatique, c'est-à-dire tout ce qui est algorithmique, c'est une partie très très importante du métier. Et c'est pas juste savoir comment écrire le code, c'est vraiment la réflexion derrière qui est pour moi la plus importante, parce qu'après, comment écrire, tu t'adaptes en fonction du langage et ça s'apprend plus rapidement. Et par exemple, chez Kaipita, il y avait plein de cours, genre en termes d'UX, en termes de gestion de projet, franchement de plein de parties de l'informatique, et ce qui fait qu'on avait vraiment genre un large panel de connaissances, qu'on n'était pas forcément expert dans un domaine particulier, mais qu'on avait un large panel qui nous permettait d'être de plus en plus flexible et c'est-à-dire si un jour on nous dit ouais, faut qu'on change de techno, tu dis y a pas de souci. Moi ne vous inquiétez pas. Moi, je sais gérer, je vais apprendre le truc, je vais m'adapter. J'ai déjà fait des piscines, une semaine, tac, je m'enferme, je reviens, je suis prêt, tu vois. Donc ça donne cette confiance-là. Et après, l'expérience, c'est le plus important pour moi. Parce que même moi, à mon niveau, quand tu veux comme je veux changer d'entreprise, je dois repasser par tout ce qui est algorithmie, tout ce qui est test technique. Donc ça fait que je dois reprendre des bases pour encore les consolider une nouvelle fois pour avoir des connaissances solides pour pouvoir passer mes tests tranquillement. Donc c'est pas en 8 mois que tu peux prétendre être un ingénieur ou un développeur expert. Ouais. J'entends. Moi, c'était vraiment très peu et pas assez. Vraiment. Mais finalement, comment on se vend alors en tant que, par exemple, de dev? Est-ce qu'il faut avoir un GitHub bien alimenté? Ouais, j'ai vu cette question. Je trouve qu'elle est très pertinente aussi et c'est intéressant d'avoir votre avis dessus. Je vais répondre parce que c'est une question qui est assez marrante, qu'on m'a toujours posée et que j'ai toujours dit non, j'ai pas de GitHub. En fait, c'est parce que qu'est-ce qu'un GitHub aussi? Ouais, qu'est-ce qu'un GitHub? Du coup, GitHub c'est un site qui permet d'héberger en fait des projets informatiques, et en gros, c'est ce qui va permettre de gérer toutes les différentes versions de votre application. Genre, par exemple, Facebook, on va prendre Instagram. Avant que les lives arrivent, il y avait cette version-là. Et ils ont fait les lives, ils ont créé une nouvelle version, mais ils ont toujours l'ancienne version. Donc voilà, c'est vraiment un gestionnaire de version d'application. Ok. Pour simplifier. Et c'est vrai qu'un GitHub, ça peut aider. Donc, franchement, c'est parce que les recruteurs ou des fois les engineering managers vont souvent regarder ça pour voir si tu as fait des projets, si tu codes souvent. Donc c'est vrai que ça peut aider. Si tu aimes ça et que tu as des projets, franchement, je t'incite à les faire parce que ça sera que du plus pour toi. Et tu vas apprendre, toi, tu vas développer des nouvelles compétences. Les personnes vont voir ça, donc tu auras beaucoup plus de visibilité. Et je sais qu'il y a des personnes que je connais qui ont travaillé sur des projets open source, donc où tout le monde peut participer, et qui, grâce à leur participation sur GitHub, ont pu obtenir des stages plus facilement. D'accord. Très bien. Et après, pour ma part, moi, par exemple, j'ai pas forcément eu le temps de faire des projets quand j'étais à l'école parce que bon, j'avais une autre passion à côté. Et ça fait qu'au début, les recruteurs ils me disaient, vous avez un GitHub? Et je disais non. Du coup, on me regardait un peu bizarre, genre ah ouais, peut-être qu'il est pas très fort en informatique, peut-être qu'il est pas très dedans,
peut-être qu'il c'est juste le cursus académique. Mais après, voilà, je leur expliquais qu'est-ce que je faisais dans la vie à côté. Donc après, voilà. Ça peut être des fois plus difficile, mais bon. Ok, très clair. On a eu une question aussi posée tout à l'heure, qui est, pour devenir dev, finalement, il faut suivre quel type de filière pour devenir bon? Est-ce qu'il faut, par exemple, en France, suivre un DUT Info, un BTS SEO, une licence Info? Quelles sont vos recommandations? Pour moi, franchement, je dirais pas que, bon, c'est pas parce que je fais de la pub pour mon école, hein, mais il faut. Ce genre d'école, Epita, Epitech, 42, etc. et tout, ce genre d'école ou même éthique, tu vois, en fait, ce genre d'école, elles ont compris comment ça marche pour ce métier-là. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils t'apprennent là-bas, c'est comme disait Jérôme, c'est pas du tout, ils t'apprennent pas à faire un langage particulier ou une compétence particulière. Eux, ils t'apprennent à t'adapter au monde. Et ils ont bien compris avant l'heure que les métiers, ils évoluent au fur et à mesure de la digitalisation de toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, il y a des postes qui se créent qui n'existaient pas il y a 15 ans quand moi, j'ai commencé à y penser, tu vois. Donc, il y a 10 ans, il y a des postes maintenant qui n'existent plus et d'autres postes qui sont créés. Et en fait, le fait de pouvoir s'adapter aussi facilement, je me dis que c'est une bénédiction parce que c'est vrai que demain, là, je me mets, par exemple, je sais pas, l'autre jour, ma boîte avait besoin de formules en Excel. J'en ai jamais fait. Je me suis posé sur la doc pendant 2 jours et voilà, je suis arrivé, je leur ai posé plein de trucs. J'ai fait une doc complète. Ils peuvent l'utiliser, par exemple, tu vois. Ou si demain, par exemple, je dois gérer un nouveau service, bah, je pourrais l'apprendre et je pourrais m'adapter, quoi. Par exemple. D'accord, très bien. On avait un peu parlé tout à l'heure du métier de CTO, on avait aussi un peu parlé du product manager, mais finalement, quels sont les débouchés un peu classiques après une filière dev? Est-ce que c'est la cybersécurité, l'ingénierie, les réseaux? C'est large en fait, parce que par exemple, nous dans notre école, on avait 6 majeurs. Donc moi j'ai fait la majeure multimédia, donc tout ce qui est web, applications mobiles. Mais je sais qu'il y avait d'autres personnes qui étaient dans la majeure cybersécurité. Donc pour moi c'est vraiment large. C'est déjà t'as ton domaine, on va dire entre guillemets de prédilection dans lequel tu préfères. Et après t'as le poste de développeur. Développeur c'est général. C'est-à-dire que développeur, bah tu sais développer, tu sais coder. Mais ensuite c'est qu'est-ce que tu veux coder? Donc, est-ce que tu veux coder des applications? Est-ce que tu veux développer des systèmes de sécurité plus efficaces? Est-ce que tu veux coder des intelligences artificielles? Donc après, c'est vraiment en fonction de ce que tu aimes faire. Ouais. C'est hyper vaste et moi je sais qu'il y a 3 grandes majorités de débouchés. C'est t'as les développeurs donc qui continuent à faire du code parce qu'ils adorent ça. T'as tout ce qui est product owner, product manager, donc tout ce qui est management de projet. Et t'as aussi d'autres gens qui font complètement autre chose, c'est-à-dire qui vont dans la finance, qui vont je sais pas, aller sur l'e-sport ou carrément qui vont créer leur boîte. En fait, mais la majorité reste quand même développeur ou administrateur système, réseau ou project manager, quoi. D'accord. On a une question au niveau des admissions parallèles. Ouais. Une personne qui est en licence accès physique et qui se demande s'il faut avoir un dossier impeccable pour pouvoir intégrer en parallèle Epitech et Epita. Et ça me fait aussi rebondir sur une autre question. Et finalement, le côté dev à 100% autodidacte. Est-ce qu'on a des chances d'intégrer une entreprise aussi? Enfin, c'est peut-être 2 questions séparées, mais pour moi qui sont un peu liées. C'est-à-dire qu'il y a ce côté un peu, je viens d'une filière qui n'est pas forcément adéquate, mais je veux quand même intégrer Epitech et Epita. Et de l'autre côté, ça sous-entend qu'il y a un côté autodidacte. Donc, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je dirais, moi, j'ai connu des personnes qui ont fait des admissions parallèles et qui s'en sont très très bien sortis. Et généralement, les admissions parallèles à Epita, il y a une semaine de pré-rentrée pour essayer de vous remettre à niveau et pour essayer de vous remettre pour vous mettre dans le bain en fait, pour pas que vous commenciez la piscine totalement perdu. Donc, si c'est vraiment ce que tu veux faire, faut pas lâcher et faut vraiment se lancer dedans, faire la pré-rentrée. Et même si la piscine c'est dur, même si ta note elle dépasse pas 2,5, faut continuer parce que après tu vas voir, tu vas commencer à comprendre et tu vas pouvoir être un bon développeur à la fin de tes 3 années de cursus ingénieur.
Et pour la partie autodidacte, pour moi, tu peux être autodidacte. Après, il faut juste que, pour prouver ton expérience, franchement, là, c'est là où, franchement, les GitHub vont t'aider parce que tu vas prouver que t'as fait des projets solides que t'as pu rendre publics. Donc, les personnes pourront voir ton travail et pourront dire, ah, s'il a réussi à faire ça, je pense qu'il est apte à travailler avec nous. Ouais. Moi, pour Epitech, en tout cas, l'entrée est pas vraiment difficile. Donc, je crois que tu as un entretien de motivation plus un examen d'anglais, mais je crois pas qu'il soit éliminatoire. La seule manière de rentrer à Epitech, c'est vraiment de montrer ta motivation et de dire, voilà, je veux vraiment faire de l'informatique, je m'y intéresse, je suis prêt à pas à me sacrifier, mais à donner vraiment de mon temps. Donc, faut savoir qu'Epitech, ils le disent d'abord, hein, les dimanches, tu peux dire au revoir, t'as pas de dimanche, c'est fini. T'as pas de vacances. Enfin, vraiment, tu comprends quand ils t'expliquent que va falloir bosser fort, quoi. Et mais par contre, voilà, pour moi, le plus dur à Epitech, c'est pas d'y rentrer, mais c'est d'y rester. D'y rester. En fait, par exemple, ma promo, en première année, on est rentré, on était près de 600. Et je crois qu'en 5e année, on était plus de 300, donc plus de la moitié, tu vois. Ouais, donc il y a un écrémage plus ou moins naturel qui se fait au fil des projets, au fil des années. Voilà. Et pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens, parce que je sais que c'est hyper cher comme école, 42, c'est un très très bon, c'est une très bonne école aussi, hein, et c'est hyper gratuit, donc, c'est hyper gratuit, très bonne alternative et une souplesse au niveau du cursus qui est assez rare finalement. Exactement. De ce qu'on voit en France. Et il y a les prêts, hein. Il y a les prêts étudiants, hein. Moi, je suis passé par là. Il y a les stages qui sont payants, donc après, c'est... Tu peux t'en sortir. Moi, je suis pas forcément... je viens du pays modeste et on a su économiser ou travailler un petit peu. Moi, je sais que à partir de la 5e année, je bossais déjà, j'avais la bourse, donc ça payait complètement l'école. Enfin, voilà, on peut trouver des moyens de le faire, quoi. J'ai mon cousin, pareil, il a fait un prêt, mais il bosse à côté aussi. Il est en 5e année Epitech, là. Et enfin voilà, quoi, tu peux trouver des solutions si tu veux. C'est vraiment, faut s'en donner les moyens, il faut vraiment être déterminé pour le faire. C'est ça. Et sur le côté autodidacte, moi j'ai un seul problème avec ça, c'est qu'en fait, de par mon expérience personnelle à Epitech, je trouve qu'il y a un truc dont on parle pas souvent, mais qui est vraiment très cool, c'est le fait d'avoir des camarades de promo et de rencontrer des mecs qui sont complètement des monstres. C'est-à-dire que moi, je rentrais en première année, j'ai rencontré un mec qui codait depuis qu'il avait l'âge de 11 ans. Ce mec-là, il était trop fort, quoi. C'est un monstre total. Il y a des monstres. Franchement, il y a des monstres. Et en fait, à force de les côtoyer, et le fossé, il est moins grand. Il commence à se diminuer. Tu vois. En fait, ça crée de l'émulsion et tu le vois et tu te dis, mais il est pas plus. Enfin, s'il peut le faire, je peux le faire. Et du coup, tu te donnes les moyens. Ça me fait penser aussi à une question qu'on a reçue. Et finalement, un diplômé qui va, par exemple, ne pas forcément avoir de projet ou ne pas forcément avoir plus d'envie, est-ce qu'il aura plus de chances de rentrer dans une entreprise ou sur le marché du travail qu'un non-diplômé qui a réalisé plusieurs projets un peu liés à ce qu'il veut en termes de poste? Ça dépend de la boîte vers laquelle il va se diriger. Donc en fait, s'il se dirige vers des boîtes un peu très très tradies, type Thales, grosse SS2I, type Capgemini, etc. et tout, eux, ils regardent plus le diplôme. C'est-à-dire que t'as pas de diplôme, t'es payé comme pas comme un smicard, mais t'es pas très très bien payé, ils te considèrent pas vraiment beaucoup. T'as pas de possibilité de monter. Par contre, des boîtes un peu plus jeunes, ils sont beaucoup plus flexibles. Ouais. Pour le coup, même des startups, des petites ESN. Sont tout à fait. Ok. Je vais peut-être un peu revenir sur vos expériences précédentes, un peu plus jeunes, notamment la piscine. On a une question où on me demande, est-ce qu'il est possible de survivre à la piscine sans avoir aucune base, même pas celle de Python au lycée? Et puis aussi donner vos points un peu positifs, négatifs à la vie personnelle sur la piscine. La piscine, est-ce qu'il est possible de survivre? Oui, il est possible de survivre. Avec une bouée? Franchement, ouais, faut que tu aies une bouée solide, faut que tu aies un endroit pour dormir, parce que c'est dur mentalement, mais franchement, maintenant, quand on y repense avec des potes, on se dit, ah ouais, franchement, c'était trop marrant. Parce que même si tu as des notes, elles sont nulles, très nulles, même si tu es là, tu es fatigué, tu dois pas dormir et tout, mais toutes les connaissances que tu apprends là, moi, par exemple, elles m'ont encore servi il y a 2 semaines. Je me dis donc, c'est-à-dire les connaissances d'il y a 4 ans m'ont encore servi.
Et même si t'as pas de base, faut juste accrocher. Faut juste accrocher, essayer de comprendre au fur et à mesure. C'est-à-dire, si tu comprends pas à l'instant T, bah, franchement, un mois après, tu vas commencer à comprendre des trucs et tu pourras réussir. Tu vois, l'année n'est pas finie. La piscine dure 2 semaines sur toute l'année. Donc, il y a pas de souci à se faire. Et franchement, il y a plein de trucs. Vous êtes, comme il a dit, vous êtes avec des camarades, vous avez tous tes camarades de promo. Franchement, tout le monde est là, tout le monde est dans la même émulation. Donc, c'est-à-dire que tu vois les gens à côté de toi, ils travaillent. Donc, toi aussi, tu as envie de travailler. Tu te dis, ah, si lui, il peut, bah, moi aussi, j'ai envie de travailler. Donc, après, tout le monde s'échange des conseils. Franchement, c'est vraiment dans la bonne ambiance, c'est vraiment bénéfique. Les assistants, ils sont là pour t'aider. Après, moi, je me rappelle, il y a des événements. Je sais qu'on a fait un tournoi de foot à 3h du matin contre nos assistants. On a battu nos assistants, il y avait toute la promo qui était là, c'était magnifique, tu vois. Et donc, franchement, malgré le fait que ce soit difficile, il y a des bons côtés à ça. Et après, franchement, tu deviens flexible dans ta tête. Tu te dis, ah, mais si j'ai survécu à ça, je peux survivre à tout. Ouais, c'est ça. En plus de ça, ça crée un esprit collectif hyper soudé. Alors moi, j'ai pas du tout un cursus développeur, mais j'ai eu l'opportunité de visiter l'école 42 parce que j'organisais un startup week-end. Et en fait, c'était hyper intéressant parce que on voyait tous les étudiants en train de bosser à n'importe quelle heure de la journée, à n'importe quelle heure, à n'importe quel jour de la semaine. Et en fait, pour la piscine, il y en a certains qui témoignaient et c'est archi gang en fait. Genre pour eux, à 42, c'est un mois, c'est le mois d'août en fait, juste avant la rentrée de septembre. Et en fait, ce mois-là, il sert à former un maximum de personnes au développement informatique, même des personnes qui n'y connaissent absolument rien. D'ailleurs, certaines personnes font la piscine uniquement pour la piscine et après n'envisagent pas d'intégrer 42, mais c'est juste pour avoir des compétences à fond pendant un mois. Et en fait, ils travaillaient nuit et jour, dormaient par terre dans les locaux de l'école et ils échangeaient en fait leurs tips, leurs astuces sur leur projet étudiant qui devait sortir à la fin du temps imparti, quoi. Donc c'était hyper intéressant. Et ouais, effectivement, il y a quelqu'un qui a ajouté quelque chose sur le chat. C'est plus pour filtrer que former. Alors effectivement, il y a une sorte de filtre qui est fait à l'issue de la piscine, puisqu'en fait, il y en a certains qui font la piscine juste pour avoir le socle de compétences vraiment basiques en développement informatique, et puis après qui font autre chose, qui sortent de 42. Mais il y en a d'autres aussi qui veulent poursuivre à 42 et justement la piscine permet de déterminer lesquels sont assez chauds pour pouvoir suivre la suite du programme et lesquels n'ont pas encore le niveau et dans ce cas il faut qu'ils retentent l'admission l'année suivante, quoi. Donc effectivement il y a une sorte de tri qui est fait effectivement. Ouais, je vais donner un argument en plus par rapport en faveur de ta thèse, c'est qu'en fait toutes les notions que tu vois en piscine, surtout à Epitech en première année, tu les revois toutes dans les détails au fur et à mesure de l'année. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les notions que tu vois en piscine en très rapide, donc c'est-à-dire t'as un jour, t'as 8 exercices à faire, donc en fait toi t'as juste à essayer de trouver la solution et à pas vraiment comprendre. Tout au long de l'année par crescendo, en fait tu retrouves les notions, tu dis ah mais ça c'était le jour 3 de piscine, ah mais ça c'était le jour 5 de piscine, ah mais c'était le jour 6 de piscine, et par des projets qui durent parfois une semaine, parfois un mois, parfois 2 mois. Et en fait c'est là où tu te rends compte que la piscine en fait elle est là pour filtrer et faire comprendre aux gens que voilà, ça va pas être un long fleuve tranquille et si vous voulez rester et aller dans ce chemin-là, il faut s'accrocher, quoi. Exactement. Plutôt pas mal. Alors ouais, on entend des petits bruits de bébés en fond, mais c'est les enfants de Mike. Moi, désolé. Non. Désolé, c'est mon petit frère qui pleure. Non, mais pas tranquille, j'en ai pas donc il y a pas de problème. Non, il n'y a pas d'enfant quand même. Vous me prenez pour... Non. Mike, tu peux le dire, hein, c'est pas grave. On est entre nous, Mike. Il y avait une question. Non, il n'y a pas d'enfant en France. Il y a une question pour Jérémy. Il y avait une question pour Jérémy. Que faisait Jérémy en stage chez Apple? Mais est-ce que tu peux vulgariser parce que les gens ne vont pas comprendre comme ça. Non, ouais, je vais rendre ça simple. Je vais essayer. C'est pas facile. Non, en fait, pour simplement, en fait, c'est l'application Plan sur vos iPhones. Donc moi, je travaillais dans cette division-là et je travaillais plus sur
la partie test. C'est-à-dire, moi, mon domaine, c'était l'automatisation des tests. Et pour faire simple, c'est l'application Plan, bah, vous l'avez sur vos iPhones, mais aussi quand vous allez sur les sites Apple, dès que vous voyez une carte, bah, en fait, c'est aussi l'application Plan, mais version web. Et du coup, ce que j'ai fait, c'était un projet pour vérifier que quand on ajoutait, par exemple, des informations d'une version à une autre, bah, qu'il n'y ait pas des informations initiales qui étaient perdues. Voilà en gros ma mission. D'accord. Tout ce qui est un peu, tout ce qui est un peu lié. Voilà. Peut-être revenir aussi sur vos entretiens. Comment finalement se passe un recrutement pour un CDI en tant que dev, ou est-ce qu'il y a des choses un peu à savoir, ou quel est vraiment le déroulé d'un entretien, et des pièges peut-être à éviter ou autre? On fait bah, je pense que Alex il a l'habitude d'interviewer des gens, donc je vais faire la partie des mecs qui ont chaud, tu vois. Des mecs qui sont là, ils transpirent quand ils viennent en interview. Franchement, ah, il y a de la pression. Après, ça dépend des boîtes en fait. Donc, par exemple, j'ai fait un entretien dans une start-up. Moi, ce qu'ils m'avaient envoyé, d'abord, c'était un test technique, donc faire une petite application Android. En une semaine, ouais, je crois, une semaine. Et ensuite, à la suite de ça, si ils jugeaient bon mon application, donc j'avais des entretiens avec 5 personnes de l'équipe. Donc j'avais eu un entretien avec le CTO, qui était un petit test technique. J'avais eu un entretien avec le responsable, le développeur senior de l'équipe Android. Donc ça, c'était plus informel, genre vraiment comprendre les motivations. Et après, j'avais eu d'autres tests. Et ensuite, il y a des boîtes de type, du coup, les GAFA, tout ce qui est Google, Apple, Facebook, qui ont des process un peu plus lourds, beaucoup plus lourds. Donc, ils passent d'abord, la première étape, c'est réussir à avoir un recruteur qui t'envoie un mail pour te dire, ah, on peut commencer le process. Donc, pour ça, si les gens veulent aller dans ce type de boîte, essayer de connaître des personnes qui sont déjà là-bas, pour qu'elle vous réfère, parce que ça sera beaucoup plus facile d'avoir une réponse d'un recruteur que de faire des candidatures spontanées. Ou essayer, comme moi, de faire du spam sur LinkedIn et de taper recruteur une boîte et d'ajouter tout le monde et de dire ouais, je recherche un stage, je recherche un boulot, et peut-être vous aurez une réponse. Et ensuite, ça marche de ouf, ça. La petite noire. Ah, ça marche. Ah, tu vas. Combien de fois j'ai fait ça? Truc, recruteur, Airbnb. T'ajoutes tout le monde, tu dis je recherche. T'as une réponse sur 40, mais au moins, t'as ta réponse. Et ensuite, ça paye. Et ensuite, en général, t'as un premier entretien technique, du coup, 45 minutes, où ça sera un exercice de code, 1 ou 2 exercices. Et là, bah, faut que tu sois prêt. Parce que ils sont très, très stricts sur ça. Selon les boîtes, je sais que Facebook, Google, c'est très, très strict. D'autres, c'est un peu plus léger. Et après, en général, tu as souvent 5 entretiens sur une journée où tu es invité dans les locaux. Et tu as entretien de code ou entretien de système design. Donc, c'est comment tu architectures une application. Donc, il n'y a pas vraiment de bonne réponse, mais ils vont plus voir ta réflexion. Et aussi des entretiens de motivation, de voir comment tu te comportes, voir quelles sont tes motivations pour ce poste. Et après, en général, il y a un comité qui se réunit et là, ils décident, en fonction de tous tes résultats, s'ils te prennent ou pas. D'accord. Ok. Voilà. Peut-être que... Ouais, Alex, du côté un peu recruteur et essayer de vous donner peut-être des petits conseils. Nous, ça se passe comment? Je poste généralement des offres où je passe par des boîtes qui louent en fait des mecs ou qui nous mettent en relation avec des développeurs. Et j'ai un premier entretien téléphonique avec lui. Déjà, on étudie son CV. Donc, en fait, là, j'ai mon associé qui, lui, regarde les CV et me dit, moi, lui, ça a l'air cool, lui, ça a l'air pas cool, etc. Et tout. Et il me fait un petit écrémage et moi, je regarde les CV. J'appelle les mecs, je discute un peu avec eux. Déjà, il y a un truc qui est hyper important pour moi, c'est la sociabilité. C'est-à-dire qu'en fait, un mec qui va être un peu trop le stéréotype du geek solo qui est aigri, etc. et tout, j'en veux pas du tout, tu vois. Donc même s'il a beau être hyper fort, pour moi ça marchera pas parce qu'il y a pas une bonne cohésion d'équipe derrière. Donc faut être vraiment tranquille, être un peu sociable et tout. Et aussi faut avoir une bonne culture G, je trouve.
C'est-à-dire qu'avant un entretien téléphonique, essayez de vous renseigner le maximum possible sur ce qui se fait en ce moment, les nouveautés, etc. et tout enfin pour pouvoir tenir une discussion quand même. Et derrière ça, on a un entretien physique avec les autres associés et moi. Et après, derrière, un petit test technique, mais le test technique est vraiment pas énorme. Moi, ce qui compte vraiment, c'est de voir s'il a un potentiel et derrière, de voir s'il a de la motivation. Donc, en fait, ce qu'il faut que vous dire, c'est motivation et culture G. Pour moi, ça suffit largement, tu vois. Motivation et culture G. Ouais, parce que la compétence, ça peut s'acquérir, tu vois. Donc, en fait, au final, je me dis que en 6 mois de formation dans la boîte, il sera bien, quoi. Ouais. Je vois tout à fait. Recruteur que j'aime bien, ça. J'aime bien ces recruteurs-là. Ouais, parce que je me dis que chercher un mec qui est fort direct tout de suite, ça va te coûter extrêmement cher. Et voilà, moi je préfère privilégier le côté humain et le côté potentiel pour faire grandir en fait la personne avec nous, parce que en fait si elle est là juste elle nous donne sa compétence et que nous on n'a rien à lui apporter derrière, c'est comme si on empruntait, enfin on payait un freelance, ça aurait été pareil quoi, tu vois, en termes de prix. Et surtout qu'en plus, si t'es dans une démarche où tu veux faire grandir les personnes, les former, développer leurs compétences, c'est encore mieux parce que, d'une part, il y a une sorte de, il y a un équilibre en fait entre ce que tu apportes à une entreprise et ce que tu en retires. Et d'autre part, en plus, ça permet à la personne de se former aux meilleures pratiques qui sont développées par la boîte en question. Donc, en fait, c'est du win-win, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, quoi. Exactement. C'est la consultante en management qui vous parle. Peut-être des petites dernières questions assez pointues, je pense, pour vous, messieurs. Déjà, il y a la personne qui avait posé la question vis-à-vis d'Open Classroom et qui aimerait savoir où est-ce qu'elle peut trouver l'expérience que Open Classroom ne peut pas lui offrir. Est-ce que vous avez une idée des types de projets qu'elle pourrait faire ou de stages ou autre? Pour moi, elle devrait trouver un cadre un peu plus école pour améliorer un petit peu sa manière de penser. En fait, malheureusement, en France, on privilégie encore un peu trop le diplôme. Il y a quelques boîtes qui essaient de changer ça, mais si vous voulez aller dans des grosses boîtes françaises, il faut absolument avoir un diplôme. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais après, si vous voulez bosser dans des boîtes un peu plus cool, un peu plus sympas, qui sont un peu plus visionnaires, moi, je vous conseille de pratiquer pendant encore quelques années. Donc, pour ne pas pratiquer pour rien, faites plutôt un cursus. Donc, par exemple, moi, ce que je dirais bien, quelqu'un qui a fait Open Classroom, d'essayer de trouver une école en alternance à partir de Bac+2 ou 3, et puis de faire 1 ou 2 années en plus encore de dev et de formation pour pouvoir prétendre à être un bon développeur et un bon salaire. D'accord. Très clair. Quels sont les salaires types d'une personne qui finalement vient de terminer son cursus? Est-ce qu'il y a une fourchette de prix spécifique? Est-ce que la fourchette de prix dépend aussi de, par exemple, si vous êtes recruté en France, aux États-Unis ou ailleurs en Europe? Pour moi, c'est le marché français actuellement. À l'époque où je venais de finir Epitech, je sais que la moyenne c'était 35K. D'accord. Je crois que c'est toujours dans ces eaux-là, 35, 38. Ouais, et moi j'ai été pris à 38 parce que j'avais négocié. Mais je sais que maintenant le marché est monté et du coup mon cousin qui vient de finir ses études Epitech 5e année, je crois qu'il a déjà des promesses d'embauche à 42, 43K. Wow, donc vraiment le salaire a grimpé total. C'est ça, et surtout que en fait les compétences aussi, en fait mon cousin je l'ai bien conseillé, du coup maintenant il a des bonnes compétences, il a un parcours je pense qui est meilleur que le mien, du coup derrière il peut négocier grandement son salaire quoi. Mais en fait 2 personnes qui ont fait la même école peuvent avoir un salaire complètement différent parce qu'ils ont fait des choix complètement différents. Donc par exemple moi je vais dire à mon cousin de faire beaucoup de projets à côté et de faire et de privilégier plutôt le côté start-up en stage, parce que derrière tu vas engranger énormément de connaissances, énormément d'expérience et de connaissances. Du coup, à la fin, tu peux dire j'ai fait ci, ça dans cette boîte-là. Ça mérite quand même plus que la moyenne, tu vois. D'accord. Donc en fait, ouais, voilà. Et après, franchement, je trouve que le marché augmente d'année en année. Hein. Moi, ça me choque les profils maintenant qui me demandent beaucoup plus qu'avant, quoi. Et après, pour les États-Unis, j'étais en stage et j'étais payé.
Je me rappelle plus à l'année c'était combien, mais je crois que c'était j'étais payé tous les 2 semaines et quand j'enlève toutes les taxes, j'étais payé 2500 toutes les 2 semaines. 2500 $. Après, ce qu'il faut savoir avec les États-Unis, c'est quand, par exemple, le salaire va être à 120K, ça fait rêver. C'est normal, en fait, là-bas. Mais le coût de la vie est très, très cher en Californie. Le logement, c'est très, très cher. Le téléphone portable, c'est 100 € l'abonnement. Donc, c'est pas free, hein. Ouais, c'est pas free. Donc, en fait, c'est vrai que des fois, on voit des gros chiffres. Ah ouais, 120K, alors qu'en France, je gagne 48. Mais en fait, si tu fais le coût de la vie et le salaire, bah, tu vois que ça revient à peu près au même, tu vois. Donc, c'est autre chose. Et ça rebondit aussi avec une question qu'on a reçue. Est-ce qu'il y a plus d'argent, entre guillemets, j'aime pas forcément cette expression-là, mais est-ce qu'il y a plus d'argent à se faire en réseau ou en dev? Enfin, personnellement, je trouve que c'est une très mauvaise motivation de se dire je le fais pour l'argent, même si c'est une part très importante du métier. Mais quel est votre avis par rapport à ça? Si tu parles du salaire moyen, je saurais pas te dire. Mais après, ce que je te dirais, c'est si tu veux faire de l'argent, faut être très fort, c'est tout. Tu vois. ouais. Moi, je sais que je vais parler sans langue de bois. Quand j'ai quitté mon ancienne boîte pour trouver une boîte, j'étais payé 38, donc j'avais pas eu d'augmentation depuis. Mais mon ambition, c'était d'arriver jusqu'à 47. Voilà, donc une augmentation de 11K, tu vois, quand même, tu vois. Et en fait, je suis tombé sur des boîtes qui m'ont dit non, non, oui. Et en fait, ma boîte actuelle me proposait plus que ce qu'elle avait demandé. Donc au final, en fait, je me dis que si tu cherches un prix auquel tu veux te fixer, s'il est pas trop hors marché, s'il est un petit peu hors marché, donc disons que ça dépasse pas les 5%, et ben tu peux potentiellement trouver la boîte qu'il te faut, quoi. Mais derrière, il faut accepter les conséquences, c'est-à-dire qu'ils vont te dire de faire ci, ça, ça, il faudra bosser énormément, enfin faut vraiment t'adapter, quoi. Mais pour moi, imaginons que le marché c'est 45 actuellement, si tu veux demander 50, tu trouveras forcément une boîte qui va te payer 50. Mais derrière, il faudra bosser. Très bien. Ça, genre, il n'y a pas de... Comme il a dit, il faut être fort. Quand tu es fort, le salaire, il va suivre. Mais je pourrais pas dire en termes de dev, réseau, qu'est-ce qui rapporte le plus. Il a dit, mange Gucci, Jérémy. Ouais, Jérémy mange Gucci et Jérémy danse très très bien. Très clair. Danseurs, hein. Les deux sont danseurs. Les deux sont danseurs aussi. Les deux sont des très très bons danseurs. Incroyable, vraiment des talents bruts. Très bien. Messieurs, je pense que on va s'arrêter là pour ce soir. On a eu beaucoup de questions, des questions très pertinentes. Et mesdames et messieurs les auditeurs, je vous invite à vous renseigner et à les contacter si vous voulez directement via leur compte Twitter ou nous contacter aussi sur nos réseaux, donc Instagram et Twitter qui sont merci Céline en commentaire. Merci à vous, merci Alex, merci Jérémy pour toutes ces infos là. Merci pour l'invitation. C'était très clair, très intéressant aussi. J'allais poser des questions. Peut-être un mot pour les auditeurs, c'est que la filière du dev est vraiment, c'est porteur. Hein, il y a vraiment énormément de demandes, mais voilà, le chemin il est pas tranquille. Vous avez le choix entre soit être en fait, il y a des gens qui sont un peu planqués, donc qui peuvent avoir des très moyennes compétences, qui peuvent s'en sortir. Mais si vous vous donnez les moyens, il y a énormément de débouchés et vous pouvez faire énormément vous développer et devenir hyper bon et voilà et assurer votre avenir et tout ça, quoi. Ne vous fermez pas. Faites ce que vous voulez. Et l'avantage, c'est si vous avez des passions à côté, essayez de joindre les deux parce que vous pouvez lier tout avec l'informatique maintenant. Donc, exactement. Clairement, kiffer. Et est-ce que Alex, on peut DM pour des questions précises sur Twitter ou pas? Ouais, je regarde pas souvent, mais vas-y, tu peux. Là, je vais regarder ce soir, je vais regarder toutes les demandes et je vais répondre. Top. C'est génial. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir été aussi nombreux sur ce live. Merci à vous, messieurs, pour votre retour, votre qualité d'expérience. Vraiment génial. Et n'hésitez pas vraiment à commenter, à nous envoyer des messages, à dire ce que vous avez aimé, pas aimé. Juste dites-nous s'il y a des choses que vous voulez aussi entendre en live. Et pour nous, on se retrouve tous la semaine prochaine pour un nouveau thème. Yes. On vous rappelle juste que la chaîne YouTube vient d'être créée. Donc dessus, on repassera les rediffusions.
parce qu'en fait, elles restent pas très longtemps sur Twitch. Donc, on les mettra sur YouTube. Donc, vous trouvez toutes les rediffusions sur YouTube. Et bon, sur Twitch pendant les 14 premiers jours suivant le live. Mais après, tout ça bascule sur YouTube. C'est ça. Donc, merci à vous. Merci aux modérateurs. Merci à toi. Merci à vous tous. Merci. Merci tout le monde. N'hésitez pas à dire à Mike de s'occuper de ses gosses.